Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour cette séance sur Shoah, nazisme et judéo-nazisme comme figure des paroles en Israël de 1948 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, on commence en fait le schéma de ce séminaire euh, des conférences que nous allons avoir par une discussion de la société israélienne, du discours ambiant de cette société. On va parler de l'ultra-contemporain, c'est-à-dire vraiment de morceaux de discours israéliens qui viennent d'aujourd'hui, de la période vraiment de derniers mois. Et puis, on va parler des choses très, très anciennes aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, euh, voilà. Je commence par quelques constats pour expliquer pourquoi, surtout moi, qui suis à l'origine historien du judaïsme ancien, et que mon travail porte sur l'univers symbolique biblique. Voilà, la Bible, évidemment, c'est un texte qui est composé il y a 2500 ans, ou un peu plus, un peu moins. Et puis, les phénomènes avec lesquels qu'on discute ici, ce sont des phénomènes très contemporains. Alors pourquoi, qu'est-ce que je fais ici en gros? Alors, je commence par une citation d'un article, du livre que je vous ai demandé de lire l'introduction, le livre de Nourit Peled El-Hanan sur l'éducation de la Shoah en Israël. Et puis, sur l'éducation en Israël plus en général, parce que c'est un philosophe et spécialiste de l'éducation. Ce sont des sujets qu'elle a étudiés toute sa vie. Et elle écrit, voilà, enfin, elle écrit, pardon, je résume en deux lignes. Une des choses qu'elle dit, c'est que dans le récit idéologique israélien contemporain, transmis par le système éducatif, par les médias et par l'appareil commémoratif de l'État, si vous connaissez des Israéliens, ou si vous êtes Israélien, vous pouvez leur demander des choses sur cet appareil commémoratif, c'est-à-dire les rites annuels qui sont pratiqués, qui sont connus par tous les produits du système éducatif israélien. Et puis, ce qui se passe, c'est que les deux univers symboliques de la Bible et de la Shoah sont combinés. Il y a un usage très marqué et très fort à la fois des symboles bibliques et des symboles, et j'utilise le terme symbole dans un sens très très large, vraiment toute structure qui sert d'interface avec quelque chose qui est censé être réel, de ces deux univers, la Shoah et la Bible. Euh, dans la section, enfin, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, je cite d'un article, pardon, le précédent, c'était un livre, un article de Rudi Kissler, un sociologue israélien, enfin, qui ne travaille pas en Israël. Et le titre est très, enfin, dit beaucoup. A 3,000-year-old soldier, History and the Hebrew Bible in Jewish Israeli Public Education, où il parle vraiment de cette construction de l'élève qui sort du système éducatif israélien avec la notion d'une continuité avec le peuple biblique, ininterrompue à la fois, et d'une prise du texte biblique comme une feuille de route, surtout le récit de la conquête de Canaan. Et les choses sont marquées dans la loi de 1953, la loi de l'éducation, que l'objectif, c'est d'enseigner la Bible, l'histoire du peuple juif, le patrimoine israélien et la tradition juive, d'inculquer le souvenir de la Shoah et de son héroïsme et d'éduquer au respect de ceux-ci. Je mentionne aussi un film que je vous recommande de voir, enfin, comme tous les autres films de ce cinéaste, d'Eyal Sivan, un film de 1991 qui s'appelle Izkor, les esclaves de la mémoire, où il suit
4 semaines dans la vie d'une famille avec 2 enfants, 2, 3 enfants qui vont à l'école et qui subissent cette inculcation enfin, de la mémoire et de la Bible et de la Shoah. Là, on voit très bien comment cette continuité est forgée, enfin, continuité improbable quand on y pense, est forgée et par le contenu et par la forme de l'éducation. C'est vraiment un film que je trouve extraordinaire, très, très émouvant. Et c'est un film dans lequel il y a quelques extraits d'un entretien qu'il a fait avec Ishayahu Leibovitch. C'est un philosophe israélien dont on va parler plus tard. Et le film suivant, justement, qu'il va faire, qui sort en 1993, c'est un film dédié uniquement à ce monsieur Leibovitch. Et on va en parler parce que c'est dans ce film-là où il parle des judéo-nazis, où l'expression judéo-nazi sort et fait scandale. Alors voilà, ça c'est le constat. Il y a la Bible et la Shoah dans la formation des étudiants israéliens. Et la recherche, enfin, c'est-à-dire le paper, si vous voulez, que je vais vous présenter aujourd'hui, fait partie d'une recherche plus large qui s'interroge sur les potentiels subversifs de cette combinaison, c'est-à-dire comment les symboles sont-ils recontextualisés pour déstabiliser le discours hégémonique. Vraiment une question intéressante, ça arrive dans plusieurs domaines, que des choses qu'on apprend pour nous transformer en des sujets obéissants à un certain discours hégémonique, on les approprie, on y réfléchit et on les utilise pour subvertir ce même discours hégémonique. Et c'est potentiel-là qui m'intéresse. Alors, la structure de la conférence, elle va avoir 4 parties. Il y aura première partie où je vais justement passer de l'Antiquité biblique à l'ultra-contemporain et je vais expliquer ma méthode qui est midrashique analytique. Cette partie-là, elle est un peu théorique. Euh, Elle est évidemment, je vais être assez succinct, du coup, je ne pourrai pas tout expliquer. S'il y a des choses qui sont clairement pas compréhensible. Merci de m'arrêter. Je vais essayer de mieux expliquer. La deuxième partie va couvrir le discours, enfin, évidemment, de manière très, très partielle, le discours israélien entre 1948 et 1993, et surtout les expressions des nazis et judéo-nazis, comment ils émergent, et juste quelques exemples de figures israéliennes qu'il les emploie pour parler des Israéliens, de leur rapport aux Palestiniens. Et puis, je vais finir avec quelques exemples des usages subversifs des symboles de la Shoah après le 7 octobre 23, surtout par des posts Facebook. Et puis, 3 questions pour conclure. C'est bon? Alors, on commence. On commence par expliquer un peu ce que je fais ici en tant que chercheur de la Bible ou de l'univers biblique. Euh, et je vous rappelle, le titre de notre séminaire, c'est Antisémitisme, anti-antisémitisme et le conflit israélo-palestinien. Alors, il y a 3 noms qui émergent de ce titre, qui est Shem, antisémitisme, ça vient de Sem, de la figure de Sem, le nom Israël et le nom Palestine. Et je veux qu'on réfléchisse un peu sur ces 3 noms dans ce que j'appelle la confluence conversationnelle Athènes, Jérusalem, Rome. L'idée, c'est à la fois de vous sensibiliser de la méthode que je vais employer, qui n'est pas tout à fait historique, qui est plus sémiotique qu'historique, mais qui touche évidemment aussi l'histoire, mais aussi de vous encourager de développer une perspective de très longue durée et de penser cette continuité entre la Bible et aujourd'hui de manière intelligible. Euh, alors, quand je parle de la confluence conversationnelle entre Athènes et Jérusalem et Rome, je parle de la rencontre qui a eu lieu autour du début du premier millénaire de notre ère, ce qu'on appelle l'ère chrétienne. On peut dire que l'ère chrétienne commence lorsque cette confluence a vraiment lieu entre
trois discours ou trois conversations où il est question de la politique, de l'organisation politique et sociale des pays et du monde, politique et géopolitique, et des considérations qu'on appelle théologiques, mais qui veulent dire justement les idéaux utopiques et le sens que va prendre cette organisation politique dans la durée. Il y a des gens qui ont leur microphone activé, s'ils peuvent le rendre silencieux, ça va aider. Euh, alors, voilà. Le nom Sem et Israël sont en train, parce que voilà, on se pose la question, vous savez, l'historien, il doit poser la question des choses qui nous paraissent évidentes. Alors, ça nous paraît évident de parler de Shem et d'Israël aujourd'hui dans une classe à Paris en 2025. Comment ça se fait que ces noms sont arrivés à notre parole? C'est grâce à un phénomène qui a lieu au 1er siècle avant après notre ère, de la propagation du registre biblique, du récit biblique dans le monde gréco-romain. Évidemment, c'est un processus très complexe, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est un processus qui a lieu. Le nom Palestine, et ça c'est une chose intéressante, est absent du texte biblique hébreu, c'est-à-dire on ne parle pas de Palestine, on parle des Philistins, des Plishtim. C'est un nom qui est sans doute apparenté, mais ce qui est intéressant, c'est que même dans les traductions grecques de la Bible, qui sont produites au 2e au 3e siècle avant notre ère, on utilise le nom, enfin la transcription Philistim. On ne parle pas des Palestiniens, comme c'est déjà le cas dans des textes grecs, gréco-grecs, si vous voulez, ou des textes, et surtout des textes de l'époque classique, c'est-à-dire 5e, début du 4e siècle avant notre ère. De même, les noms qui sont constitutifs du récit biblique, Israël, Juda et Canaan, sont absents des écrits grecs de l'époque classique, même lorsqu'ils parlent de cette région. Ça, ce qui est intéressant, évidemment. Et je vous ai mis un article qui parle de ces questions. Et j'ajoute à cet article que ce n'est pas seulement le nom de la terre et des peuples, Israël, Juda, Canaan, mais c'est aussi le nom de Dieu, le Dieu biblique, Yahvé, et son nom n'apparaît pas dans les écrits grecs seulement après l'époque chrétienne. Et du coup, il y a ici quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que les contacts entre Athènes et Jérusalem existaient déjà à l'époque perse, c'est-à-dire au 5e siècle avant notre ère. On a des preuves, surtout des pièces de monnaie, qui indiquent qu'il y a eu des échanges culturels, commerciaux et culturels entre ces deux villes et que les premières pièces qui sont frappées à Jérusalem ont la forme des pièces de monnaie athéniennes, grecques en tout cas. Et du coup, on voit ici qu'il y a une influence grecque avant même l'époque hellénistique, parce que lorsqu'Alexandre conquit l'Empire perse, enfin bat l'Empire perse, il conquit aussi la Palestine, et là, évidemment, il y a une influence grecque incontestable, mais on voit que l'influence est toujours là, et du coup, ça rend cette absence mutuelle intéressante, et ça nous, et la valeur symbolique de cette absence ou de cette comment dire, conflit entre les symboles se manifeste notamment après la destruction du temple. Et ça, c'est l'an 60 de notre ère, lorsque le temple de Jérusalem est détruit par les Romains. Les noms voilà, la valeur de noms se manifeste dans l'opération symbolique suivante, le coupon romain issu des pièces de monnaie judéa capta, c'est-à-dire pour faire de la propagande. En plus, c'est une nouvelle dynastie à Rome, le Vespasien et son fils Titus. Ils font la propagande en frappant des pièces avec l'image d'une femme pleure sous un arbre et l'inscription la Judée est captivée. Et cette Judée captivée est effacée du discours administratif de Rome
est remplacé par le nom Palestine. Du coup, on voit ici quelle différence, en quelque sorte, que le nom Palestine, c'est le nom impérial, et, et que son absence, et du coup, on peut se demander, évidemment, je n'ai pas le temps de le prouver, je ne pense pas que ce soit si intéressant que ça de le faire, mais on peut se poser la question s'il y avait déjà des valeurs symboliques et si c'est les symptômes d'un conflit entre un registre sémitique mésopotamien avec des influences égyptiennes d'une part et le registre gréco-romain et c'est une espèce de clash dont les noms et leur absence mutuelle seraient les symptômes. Alors, ma méthode, elle est, elle, elle est, je peux l'expliquer par la manière suivante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le début de l'ère chrétienne, on peut l'imaginer par cette idée de confluence entre trois conversations, trois cités qui ont une culture politique et théologico-politique, qui ont des gens qui parlent, qui ont des discours qui sont autoritatifs, et qui sont interprétés, qui sont commentés, qui sont contredits et qui se rencontrent à un certain moment. Vous savez que dans l'évangile des Jean, le narrateur insiste à un moment que la plaque au-dessus de la tête de Jésus, où il marquait Jésus de Nazareth, roi des Juifs, a été écrit en trois langues, en hébreu, en latin et en grec. C'est-à-dire que voilà, là, on est vraiment dans un contexte cosmopolitique de l'époque. Et la question, c'est, voilà, on décrit cette confluence, mais on la pense par où? On la pense d'un point imaginé, objectif, qui regarde les trois. Oui, il faut le faire en quelque sorte, mais pour penser vraiment, il faut choisir d'où on commence. Et je commence par du côté de Jérusalem, de la conférence de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la conversation de Jérusalem se voulait capable de ramener la parole des opprimés, des subalternes au sein de la conversation des élites politiques. Ça, c'est une hypothèse que je n'ai pas le temps de développer ici, évidemment. Notez que je dis se voulait capable. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vraiment fait. Et ça ne veut clairement pas dire que dans d'autres villes, il n'y a pas eu de mécanisme pour ramener la parole des subalternes à la discussion des élites politiques. Mais à Jérusalem, il y avait cet idéal et il y avait cette notion que cet idéal a été déjà accompli, a déjà été réalisé à un moment. Et il y avait surtout un langage symbolique pour tenir ces idées et pour le maintenir aussi dans la culture. Forgé entre la Mésopotamie et l'Égypte, voilà, juste imaginer un peu le lieu de la Palestine et les cultures vraiment millénaires qui l'entourent. On a la Mésopotamie, on a l'Égypte, ce sont des civilisations qui, au temps de la composition des textes bibliques, ont déjà 2000 ans d'histoire derrière eux. Alors, entre ces deux civilisations, la conversation de Jérusalem portait la mémoire et le savoir, c'est important, des luttes de classe et des guerres impériales qui pouvaient remonter à des centaines, voire à des milliers d'années. Voilà, ça c'est encore une chose, parce que la pensée antisémite, elle va nous pousser à considérer la Bible et le discours biblique comme l'expression de quelque chose de juif uniquement. Et va réduire la portée à cette platitude identitaire, c'est-à-dire rien qui n'intéresse des non-juifs. Mais en fait, oui, il se trouve que le registre dans lequel les livres sont écrits, c'est un registre qui sera éventuellement élaboré et parlé par des juifs. Et ce sont des gens qui sont juifs qui ont maintenu ces textes et qui l'ont transmis. Mais toujours est-il que ces textes contient en lui des informations qui dépassent beaucoup l'histoire très particulière de ce groupe. La collection des livres Genèse roi, c'est-à-dire les livres qui ouvrent la Bible, serait le produit de cette conversation.
entre autres. Évidemment, il serait aussi le produit d'autres choses. C'est-à-dire que c'est un discours des élites, mais on peut y repérer des méthodes et des techniques qui renvoient à la parole opprimée, rejetée, marginalisée. Et c'est vous connaissez sans doute l'article de Spivak, si les subalternes peuvent parler. Et, et qu'elle montre qu'en quelque sorte, dans le dispositif actuel de la parole, surtout français, la parole théorique, non, il y a un vrai blocage, il y a quelque chose qui empêche cette parole vraiment autant que subalterne de parler, et que je ne dis pas que ce problème a été résolu à Jérusalem de l'époque biblique, mais je dis que ce problème a été discuté à Jérusalem de l'époque biblique. Imaginez, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Et ils avaient les conditions et la motivation de le faire. Et du coup, le livre inspire une perspective discursive sur le passé et le présent, c'est-à-dire on regarde ce qui s'est passé à partir de ce que les gens ont dit, on pense à la parole, tout en distinguant évidemment la parole de l'histoire matérielle, mais on regarde la surface de la parole à la recherche de ce qui est dit et ce qu'on n'entend pas. C'est une perspective euh, superficielle, vraiment superficielle. On regarde la parole, on ne cherche pas à creuser. Enfin, évidemment, on creuse quand il faut, mais la recherche même est une démarche qui est profondément superficielle, si on faut faire ce truc. Alors, la méthode, je dis quelques mots aussi sur la méthode. Elle, elle s'inspire beaucoup de méthode, enfin de la division en 4 discours qui est formulée par Jacques Lacan dans le séminaire 17, L'envers de la psychanalyse. Et il montre, enfin, il distingue entre 4 ou 5 modèles discursifs, c'est-à-dire comment la parole circule entre en gros, entre un sujet et un autre sujet. Et vous savez que parfois la structure de la parole, enfin, vous connaissez ça sans doute, que parfois vous rentrez dans une conversation et avant même que vous ouvriez la bouche, vous savez déjà comment votre parole sera prise ou sera entendue. Vous vous préparez à ça déjà. Alors, en gros, c'est quelque chose comme ça. Les 4 modèles discursifs qu'il propose, c'est 4 modèles où la parole circule et qui communique la réalité avec la réalité des deux ou plus, voilà, c'est deux sujets qui parlent. Et le discours de l'analyste est intéressant parce que c'est le discours qui prend pour point de départ la perte, ce que Lacan appelle l'objet petit a. Et Lacan dit que c'était sa plus grande découverte, c'était ça. Qu'est-ce que c'est l'objet petit a? Qu'est-ce que c'est la perte? Alors, euh, le discours de l'analyste constitue l'envers du discours du maître. C'est pour ça, quand il dit, le titre du séminaire, c'est l'envers de la psychanalyse. L'envers de la psychanalyse, c'est le discours du maître. C'est quoi le discours du maître? C'est le discours de celui qui impose l'ordre symbolique et, ce faisant, introduit la perte. Parce que quand tu dis ça, c'est ça et ça, c'est ça, forcément, quelqu'un va perdre quelque chose. Et évidemment, dans des contextes coloniaux, on a c'est très, très flagrant que l'imposition de l'ordre symbolique crée de la perte. Et la décision que une ville, Jaffa, s'appelle Yafo en hébreu, et la décision qu'on efface le nom arabe, on met le nom, ou qu'on la met entre parenthèses, qu'on la met en bas, ça crée de la perte symbolique. Et puis voilà, évidemment, ça marche aussi au niveau individuel et subjectif. Alors, la force du discours de l'analyse, selon Lacan, c'est qu'il ramène à la parole, dans la parole, des réalités que le maître préfère ignorer.
Et du coup, si c'est ça ma méthode, évidemment, je n'explique pas ici en quoi cette méthode est midrashique, mais j'espère que des gens qui connaissent un peu le midrash puissent voir la chose, mais on pourra en discuter par la suite. Mais la- dans cette recherche par rapport à cette méthode, elle indique dans le contexte israélien actuel, si je regarde ça dans notre perspective socio-linguistique, c'est-à-dire je ne regarde pas des individus, mais j'essaie d'avoir une vision d'ensemble. Alors là, on voit très clairement qu'il y a un discours hégémonique qui essaye d'imposer son ordre symbolique, et puis il y a des sujets qui résistent et qui expriment des faits et des raisonnements qui sont rejetés par le discours hégémonique. C'est très facile de le voir dans ce contexte, notamment parce que l'usage idéologique de la Shoah et de la Bible est très répandu et très facile à repérer. Et du coup, la résistance aussi, elle est là. Oui, donc, pardon. Ça marche pas là. Ah oui. Du coup, voilà, la recherche se focalise sur des discours qui concernent les violences qui sont niées, minimisées ou justifiées par le discours hégémonique. C'est bon? L'hypothèse, c'est que l'éducation israélienne, avec ces deux piliers, la Bible et la Shoah, fournit aux citoyens et citoyennes un riche arsenal symbolique leur permettant de déstabiliser le discours hégémonique. C'est vraiment oui, c'est ça l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va voir par la suite. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici avant qu'on passe à la deuxième partie? Oui. Pardon? Vous pouvez parler plus fort? Oui, ouais. Euh, que la Bible et la Shoah confèrent aux Israéliens des outils afin de remettre en question le discours hégémonique. Oui. Mais je crois que c'était justement l'inverse. Justement, oui. Merci beaucoup pour cette question. C'est ça l'hypothèse. Justement, c'est pour ça que c'est une hypothèse, parce que l'inverse est clair. Il ne faut pas en parler. Ça, c'est évident. Que la Bible et la Shoah participent, enfin, la Bible et la Shoah, l'éducation et l'usage de l'univers symbolique, biblique et shoatique participent à la constitution des sujets et, des soldats colonisateurs, ça c'est un fait. Je pense que ça c'est déjà établi, évidemment. Mon hypothèse, que je vais appuyer par la suite par d'autres, par quelques exemples, est que cette éducation-là, on peut la subvertir, on peut l'utiliser ça pour subvertir ce discours et ce processus. Oui, c'est pour ça que je citais, c'était vraiment un titre génial, les soldats des 3000 ans. Cette constitution, ce produit de l'appareil éducatif israélien, il est incontestable. Et je pense que là oui. On est d'accord, du coup, vous comprenez, du coup, voilà, c'est le côté original de l'hypothèse, si vous voulez. Euh, D'autres questions? Alors voilà, on commence, comme je vous ai dit, par de discours israéliens de 1948 jusqu'à 1993, où il y a un usage de symboles nazis. On parle de non-nazis, on parle des Israéliens comme des nazis. OK? Alors, un peu de contexte parce que je ne sais pas où on est tout le monde et on ne sait pas nécessairement la même chose. Alors là, je parle d'une période relativement restreinte, 1948-1956. Et, et je vous rappelle que le premier gouvernement israélien instaure un régime militaire sur la population arabe qui sera maintenu jusqu'à 1er décembre 1966. Vous savez que les armées israéliennes ont
enfin, qu'on avait 750 à peu près 1000 Palestiniens qui ont été chassés ou qui se sont enfuis de la Palestine et à qui on n'a pas laissé rentrer, évidemment. Mais quand même, le gouvernement a trouvé qu'il y avait encore des Palestiniens, enfin des indigènes, des Arabes qui vivaient en Palestine. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'imposer, et ce n'était pas une décision consensuelle, c'est-à-dire il y avait des gens dans le gouvernement et aussi dans d'autres partis qui étaient contre ces décisions, mais ils ont décidé d'imposer un régime militaire sur la population arabe, qui a duré pendant 20 ans, les 20 premières années, en fait, jusqu'à vraiment fin 1966. C'était une décision de Ben Gurion, entre autres. Et, voilà, il faut le savoir. Un régime militaire, c'est-à-dire que ils étaient enfin, un peu comme on a aujourd'hui en Cisjordanie. C'est-à-dire que celui qui prend la décision, c'est le gouverneur militaire. Il n'y a pas des institutions démocratiques euh, comme voilà, comme dans le reste du pays. Des milliers de Palestiniens, notamment de la nouvelle bande de Gaza, parce que vous savez que la bande de Gaza, elle est créée ensuite des accords de cessez-le-feu en 49, c'est-à-dire c'est vraiment une région qui n'a pas existé avant. Enfin, il y avait la ville Gaza, il y avait la ville Khan Younes, il y avait d'autres villes, mais on n'a jamais parlé de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un résultat de la guerre de 48 où vous savez que sa population a, je sais pas, triplé, quadruplé, je ne sais plus, parce que de dizaines de milliers de Palestiniens chassés vraiment de toute la partie de Jaffa jusqu'au sud se sont enfuis à Gaza. Et voilà, certains pensaient qu'ils pouvaient rentrer pour récupérer des choses, pour travailler leurs terres, et pour reprendre leurs biens. Mais ils ont été tués par des soldats israéliens. Et les données qu'on a sont pas. Voilà, il y a évidemment beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait. Et là, je m'appuie principalement sur le livre de Benny Morris qui s'appelle Israel's Borders War, 1949-1956, publié en 1993. Benny Morris, c'est un des plus importants historiens qui, depuis le début des années 90, ont creusé dans les archives. Certaines archives ont été ouvertes seulement à ce moment-là et ont commencé à démonter les idées reçues zionistes, une après l'autre, et surtout en ce qui concerne cette époque-là, l'époque de la première décennie de l'État d'Israël. Et, voilà, une de ces découvertes était enfin, des choses qui ont déjà été dites, mais ils n'étaient jamais prouvés de manière historique aussi solide, le rapport israélien à ce qu'on a appelé des infiltrés. Dans la parole israélienne, on appelait ça des infiltrés, c'est-à-dire des Palestiniens qui sont rentrés chez eux. Les institutions diplomatiques et éducatives de l'État d'Israël ont œuvré à dissimuler ces faits, ainsi que d'autres crimes commis par le régime. Voilà, là, on voit vraiment l'opération d'un discours hégémonique. Mais beaucoup de citoyens étaient au courant et certains et certaines, comme nous allons voir, se sont exprimés publiquement. Alors, je cite juste pour donner un exemple une lettre qui a été envoyée au journal Al-Mishmar, qui était le journal du parti au pouvoir, de Mapai, le parti travailliste de Ben Gurion, qui était à la tête du gouvernement pendant les 30 premières années de l'État d'Israël. Il s'agit d'une femme qui habitait dans une des kibbutzim qui ont été probablement attaqués le 7 octobre, c'est-à-dire les kibbutzim qui sont vraiment sur la frontière avec Gaza.
Et ce qui se passe, c'est qu'elle parle d'un phénomène qui a été assez répandu, selon Benny Morris. Les 10 infiltrés ont été ramassés par des soldats israéliens, entassés dans des camions et jetés, pour ainsi dire, ou enfin pas pour ainsi dire, mais jetés dans l'autre partie des lignes de cessez-le-feu. On ne peut pas parler vraiment des frontières, mais des lignes de cessez-le-feu, que ce soit en Gaza ou en Cisjordanie, mais surtout à Gaza, ça a eu lieu. Et là, on voit vraiment une femme qui a été témoin d'une de ces scènes. Elle en parle. Et évidemment, c'est ça ce qui est toujours très intéressant quand on fait ce type d'histoire de la parole, c'est de remarquer, elle en parle, elle écrit, et le journal, qui est quand même le journal du parti, le publie. C'est-à-dire que je pense que ça déjà, c'est une leçon qu'on doit prendre aujourd'hui. Qu'on peut, on peut, euh, on a toujours parlé des crimes. C'est trop facile de dire oui, on a toujours essayé. Et puis 90, les gens ont découvert ça. Non, on a toujours parlé des crimes et on a toujours essayé de les dissimuler et on a toujours essayé de faire semblant comme si on ne le dissimule pas. On a toujours, enfin, cette dynamique a toujours eu lieu, en quelque sorte. Enfin, toujours, évidemment, je ne veux pas dire toujours, parce que là, je ne serais pas un bon historien, mais on voit que dans ce contexte-là, dans l'histoire du mouvement zioniste, on a toujours parlé, et là je pense qu'on peut, on peut montrer des exemples à partir d'un texte de Haddam de 91 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours parlé de ce qu'on est en train de faire aux Arabes et puis aux Palestiniens. Et vraiment, dans le mouvement sioniste. Alors là, on voit ce qu'elle dit. Voilà, la façon dont les Arabes étaient entassés dans les camions était inhumaine. Et puis elle parle d'un soldat qui appelait un autre pour qu'il commence à mettre l'ordre. Sauf que, puis elle veut dire ce que ça voulait, ce que ça voulait dire mettre cet ordre. C'est l'expert se levait d'un bond et commençait à les frapper sur les yeux bandés, etc. Enfin, c'est vraiment des choses horribles. Et puis elle finit à la fin, nous avons tous été choqués par cet acte ignoble. Je vous le demande, cela ne rappelle-t-il pas les atrocités nazies contre les Juifs? Et qui est responsable de ces actes de brutalité commis à maintes reprises par nos soldats? Et les discussions sur les violences commises contre les Palestiniens ont été très répandues sur les pages du journal, des journaux et dans les discussions du gouvernement et dans la Knesset. Les choses ont été dites, les choses ont été discutées et la réalité continuait telle qu'elle a continué. Un autre exemple pour un Israélien qui se compare en Asie, et ça c'est une parole d'un responsable politique, Pinchas Lavon, qui était ministre de la Défense jusqu'au février 1955. Il a démissionné à cause d'une affaire qui est très intéressante. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, je pense qu'il y a un article aussi en français. Et en gros, des agents du Mossad israélien ont essayé de semer le trouble en Égypte avec la montée de Nasser, je pense que c'est juste après la montée de Nasser, et de faire exploser des bombes dans des cinémas. Et ils étaient, voilà, ça a été, je pense que ça a été déjoué, mais en tout cas, voilà, on les a pris. Et c'était un grand scandale, et c'est lui qui a fini par se démissionner. Mais en tout cas, voilà, il s'est exprimé le 18 mai 1955 dans une conférence qu'il a donnée à une, dans une institution du parti travailliste. Je ne crois pas à une oppression, je ne crois pas à une oppression qui inciterait les Arabes à quitter l'État d'Israël. Ça, c'est intéressant aussi et important de le dire, c'est que les discussions sur ce qu'on fait avec les populations arabes qui est restées dans notre frontière a toujours continué et que la possibilité de tout transfert n'a jamais été complètement éradiquée. Au moins pendant les 10 premières années, on le voit clairement, des discussions à l'intérieur même du gouvernement sur la possibilité de transfert, mais des discussions qui sont très, très prudentes.
Et ça aussi, c'est enfin, un des avantages du travail de Benny Morris, c'est lorsque, par exemple, il y a une édition de discours de Ben Gurion, édition officielle, alors la plupart des historiens, ils vont aller pour le livre et ils vont lire ce que le livre a publié. Sauf que si on voit les archives, on voit le procès-verbaux de réunion, on voit qu'il y a des différences très importantes. Et du coup, le bon historien, il est celui qui va aller dans les archives pour creuser, pour voir ce qui a réellement été dit. Et là, on voit que la question du transfert a été bien discutée parmi les membres du gouvernement. Et voilà, et lui, il parle au public et il dit l'État d'Israël ne peut pas résoudre la question des Arabes présents sur son territoire par des méthodes nazies. Alors là aussi, il fait la comparaison avec le nazisme et on est en 1955, on est vraiment très proche de la Shoah. Euh, l'exemple prochain que je voudrais donner, c'est d'un texte d'un personnage assez connu en Israël, enfin, qui s'appelle Dan Ben Amotz. On peut faire, j'imagine, un séminaire rien que sur lui. Une figure de la culture israélienne de première décennie. Il est décédé, je pense, dans les années 90, un vrai figure de la bohème israélienne, et qui était à cette époque-là, en 1956, un jeune journaliste. Alors, et qui a écrit un texte très percutant sur le massacre de Kafr Qassem. Kafr Qassem, c'est un village arabe qui se trouve au centre de la Palestine, pas loin de la ville de Rosh Haïn, de Petah Tikva, si vous connaissez aujourd'hui, euh, qui est toujours là. Et le massacre de Kfar Qassem, c'est une affaire qui a eu lieu le 29-10 1956, lorsqu'Israël a lancé l'offensive contre l'Égypte à la demande de la France et du Royaume-Uni pour récupérer le canal de Suez nationalisé en juillet. Alors là, ici, c'était vraiment une guerre, la guerre des Sinaï, ça s'appelle, enfin, le nom, je pense, israélien, ou la guerre de 56, une guerre enfin, impériale, je pense que personne ne peut le nier, lorsque Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, le Royaume-Uni et la France décident d'utiliser leur poste moyen-oriental, Israël, pour contrer ce projet. Et Ben Gurion se met d'accord et on fait la guerre, sauf qu'on a peur qu'il y aurait une attaque du côté de la Jordanie, du côté de l'Est. Du coup, on décide de mettre le couvre-feu à 17h, enfin à 17h30. Bon, il y a toute une affaire par rapport à ça. Les soldats qui se trouvent à Kfar Qassem, à Kafr Qassem, c'est le nom arabe, et ils sont prévenus ou pas prévenus, enfin peu importe, mais finalement ils arrêtent de voitures, de personnes qui sont en train de rentrer chez eux et ils les massacrent. Et il y a des scènes vraiment horrifiantes. 9 villageois sont tués, femmes et enfants aussi. L'armée tente d'abord de cacher l'affaire, mais l'affaire devient publique. Et puis en 1957, il y a un procès qui est jusqu'à certaines mesures orchestré par Ben Gurion, où il y a 11 soldats et officiers qui sont jugés, et plusieurs seront condamnés à des peines de prison, mais rapidement amnistiés. Dans le même procès, qui est à la tête des juges, parce que voilà, c'est plusieurs juges, évidemment, c'est un truc qui a l'air très, très sérieux. Et à la tête, il y a le juge Moshe Landau, on va le retrouver, et il sort une phrase qui va devenir une phrase comme ça, très forte dans la parole zioniste, que oui, évidemment, parce que certains soldats ont dit, oui, on les a tués parce qu'on a reçu un ordre. Voilà, la phrase nazie. Voilà, c'est ça l'ordre qu'on a reçu, on a juste suivi l'ordre. Et du coup, le juge,
qu'il a sorti cette phrase, qu'il dit, oui, il y a des ordres sur lesquels il y a un drapeau noir. C'est-à-dire, voilà, c'est des ordres qui sont clairement immoraux, qu'il ne faut pas suivre. Et cette idée d'un drapeau noir, qu'il y a des ordres que les soldats israéliens sont, on s'attend à ce qu'ils arrivent à distinguer entre des bons ordres et des ordres avec le drapeau noir, est très ancré dans la parole israélienne et c'est un des éléments qui permet, enfin, qui renforce cette idée de l'armée très morale et, enfin, cet idéal-là de l'armée la plus morale, parce que voilà, nous, on a cet idéal de drapeau noir, enfin, des ordres qui sont clairement illégitimes, c'est reconnu par le droit. Et malheureusement, voilà, là, on va dans la guerre de Gaza, on n'a pas vu. Enfin, il y avait sans doute des actes de refus, mais j'ai pas entendu des actes intéressants. Aucun pilote, par exemple, à ma connaissance, n'a pas évoqué cette distinction pour refuser ou pour faire quoi que ce soit, pour dénoncer. Et, après le massacre, voilà, c'est un texte de Dan Ben Amos. Je ne sais pas, enfin, c'est un texte qui a été publié dans le journal Maariv, 1956. Et c'est un journal qui était vraiment le journal le plus lu en Israël pendant cette époque. Ou puis, voilà, il dit par ailleurs, c'est pas signé par lui, enfin, c'est publié dans sa colonne, mais c'est pas signé par lui. Il dit qu'il a trouvé ce papier sur son bureau, mais c'est clair que c'est lui qui l'a écrit. Mais c'est intéressant quand même que même lui, il a peur, parce que ça, c'est avant que l'affaire devienne officiellement publique. C'est-à-dire, ça, c'est dans cette période où tout le monde en parle, mais l'armée n'a pas encore sorti une annonce officielle. Et du coup, voilà, il parle de ces rencontres avec un Allemand où il lui dit, voilà, je lui ai demandé quelle était sa réaction et celle des personnes éclairées intellectuelles comme lui face à la question des camps et des concentrations. Et puis il dit, je ne savais pas, répondit-il, je ne savais rien. Les journaux n'en parlaient pas, personne ne me l'a dit. Et puis il parle de sa réaction. euh, et il lui dit, et puis c'est l'Allemand qui lui demande, excusez-moi de vous retenir, je voulais juste vous poser une question. Vous me semblez être une personne intelligente et très sensible. Quelle est votre réaction en apprenant l'incident qui s'est produit il y a un mois à Kfar Qassem? À Kfar Qassem. Parce que là, c'est un texte hébreu, du coup, c'est le nom israélien. Que voulez-vous dire? Je voulais dire, dit l'Allemand, vos sentiments. Comment vous êtes-vous senti? Avez-vous bien dormi? Avez-vous embrassé un petit ami? Avez-vous lu de la poésie? Je ne comprends pas, dis-je. Qu'est-ce s'est-il passé à Kfar Qassem? Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Je n'ai rien entendu. C'est impossible, dit l'Allemand. Vous ne pouvez, vous ne pouvez pas en rien savoir de vos amis et voisins. Vous n'en avez pas lu dans les journaux. Enfin, il dit, enfin, vous voyez, je pense, le parallèle qu'il est fait, parce qu'on se demande toujours comment les Allemands n'ont pas su, etc. Voilà, on l'a demandé déjà dans les années 50 et là, il montre, c'est à nous de se poser la question. Et du coup, on voit ici très clairement une image, un jeu de miroir très basique et qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui utilise la figure du nazi pour critiquer quelque chose dans le comportement israélien à l'égard des Palestiniens, faut critiquer ces crimes. Euh, Après le raccourcissement des peines, parce que je vous ai dit que les coupables ont été jugés à des prix, à des peines de prison ferme, mais ils ont tous été enfin, libérés au bout d'un an, quelque chose comme ça, peut-être même pas. Et là, on a Ishaïa Leibovitch, le philosophe dont je parlais tout à l'heure. À l'époque, c'est pas encore un philosophe parce que voilà, son histoire est très intéressante. Il a fait carrière comme un chimiste de l'université hébraïque, euh, mais voilà, il a déjà commencé à intervenir dans la sphère publique et il écrit: Israël devrait organiser une pétition
à l'attention des gouvernements des États-Unis, de l'Union soviétique, de la France et du Royaume-Uni et demandé une révision du procès de Nuremberg et une réhabilitation de 300 à 400 officiers, soldats et fonctionnaires qui ont été condamnés à mort et pendus car ils ont tous agi par des ordres explicites. OK? Alors, encore une fois, c'est un, oui, c'est l'univers de la Shoah est mobilisé pour que les Israéliens comprennent qui ils sont, ce qu'ils sont en train de faire. Alors là, je veux sauter un peu dans le temps et parler de l'expression judéo-nazie, qui est, voilà, c'est une question. Euh, et ça, c'est vraiment une recherche à part, si vous voulez. Je donne juste ce diapo pour indiquer quelques points que je trouve intéressants. Alors, déjà, c'est intéressant que on ne sait pas qui l'a forgé, donc que ce soit si important, mais je le dis quand même parce que les deux personnages de qui on dit qu'ils l'ont forgé sont intéressants. Et les deux sont chimistes qui sont connus par leur discours anti-gouvernement ou anti-politique. Je ne peux pas dire anti-zioniste pour le cas de Leibovitch. Je pense que je peux le dire pour le cas d'Israël Shachak. Mais Leibovitch n'aurait jamais dit qu'il était anti-zioniste, je pense. Euh, mais bon, en tout cas, voilà, deux personnages intéressants. Israël Shachak, il a été publié aussi en anglais. Je ne sais pas si en français. En tout cas, les deux semblent avoir utilisé ce terme, mais le terme devient répandu et connu dans le monde, enfin, dans le discours israélien, suite à une intervention justement à une scène, enfin, du film de Eyal Sivan, Id Gaber, un film qui est consacré à Ishayahu Leibovitch, euh, où il évoque la mentalité judéo-nazie des juges et des soldats israéliens. Le contexte est une décision qui a été rendue par la commission Landau. Vous vous souvenez, le juge Landau, c'est lui qui a jugé, qui a produit cette belle phrase sur le drapeau noir, etc. Alors, ce juge-là était aussi, par ailleurs, le juge du procès de Eichmann. C'est lui qui a présidé le tribunal qui a jugé Adolf Eichmann. Et évidemment, lorsqu'on parle de la Shoah et du nazisme, etc., en Israël, on est obligé de parler de ce moment du procès. Et d'ailleurs, encore un film de Yal Sivan très intéressant, fait à partir du livre de Hannah Arendt sur le procès, qui s'appelle Le spécialiste, je pense, le film que je vous recommande. Et puis évidemment, le livre de Hannah Arendt. Et puis voilà, il y a beaucoup de bibliographies sur ce procès. Mais là, on saute voilà, 20 ans plus, un peu plus que 20 ans après le procès, 1947, 87, pardon. Il y a un comité, après avoir appris, il y a eu plusieurs affaires où on a appris que le service de renseignement secret, le Shin Bet, a tué et torturé des prisonniers palestiniens. Et du coup, il y a un comité qui va discuter de l'autorisation, oui ou non, est-ce qu'on peut torturer des prisonniers. Et la décision rendue par ce comité, présidé par Moshe Landau, est que oui, dans certaines conditions, pour éviter s'il y a vraiment un attentat qui va avoir lieu, alors là, on peut torturer comme on veut. On peut faire ceci, on peut faire cela. Enfin bon, je ne sais pas si on peut torturer comme on veut, non. Mais il y a certaines tortures qu'on peut pratiquer et que cette décision-là a été rendue par un juge. Et pour Ishaïa Leibovitch, une fois un juge d'un État qui se veut démocratique autorise la torture, on n'est plus en démocratie. Là, on devient un État judéo-nazi. Évidemment, enfin, c'est l'avantage, l'avantage du point de vue
stratégique de l'usage de ce terme, c'est que si nazi est un terme qu'on peut appliquer à des Palestiniens et des Juifs, judéo-nazi est un terme qu'on peut appliquer seulement à des Juifs, évidemment. Jusqu'à nouvel ordre. Enfin, je ne sais pas, on est dans un basculement de l'ordre symbolique, mais pour le moment, c'est comme ça. Et voilà, l'expression est notamment entrée dans le débat public lorsque le ministre de l'Éducation, parce que c'était le gouvernement Rabin, le deuxième gouvernement Rabin, qui était relativement de gauche et qui a conclu, comme vous savez, enfin, qui a confirmé les accords Oslo sous ce gouvernement. Le ministre de l'Éducation, il voulait décerner le prix Israël à Ishayahu Leibovitch. Ça a créé un grand scandale à cause, entre autres, à cause de cette expression. Comment un type qui a parlé des soldats, c'est ça l'indignation des citoyens israéliens, était qu'un type qui parlait, quelqu'un qui a dit de nos soldats qu'ils sont judéo-nazis, comment on peut lui donner un prix qui est le plus prestigieux de l'État. Finalement, le Premier ministre Rabin, il a dit, moi, je ne vais pas lui décerner ce prix, parce que normalement, c'est le Premier ministre qui décerne le prix. Et lui, il a décidé de le renoncer. Voilà. Et ça, c'est ça, c'est pour l'expression judéo-nazie. C'est vraiment une recherche à part. Enfin, c'est-à-dire c'est très intéressant de voir plusieurs choses là-dessus. Déjà, la naissance de cette expression, évidemment, le sens qu'il prend dans de différents discours, et puis aussi des questions, si vous voulez, topographiques, qui peuvent avoir aussi une signification. Des gens qui l'utilisent sans ou avec un tiret. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Parfois oui, parfois non. Mais voilà, ça c'est juste un exemple de type de questionnement qui, qui me prend le temps dans cette recherche. Alors, je reviens maintenant à la troisième partie, mais dites si vous avez des questions par rapport à la deuxième, ou jusqu'ici, ou par rapport à autre chose, ou des remarques. Est-ce qu'on m'entend là ou pas? Oui, Oui, pardon, je me permets. Je voulais savoir si du coup, dans le cadre de l'utilisation de cette expression de judéo-nazi, les personnes qui l'utilisaient étaient accusées d'antisémitisme. les personnes qui l'ont utilisé accusées d'antisémitisme, Ouais, non. Non, normalement, enfin, normalement, oui, oui ou non, je ne sais pas. Cette accusation d'antisémitisme, elle ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, je pense. C'est un peu comme l'accusation de nazi, justement. Enfin, c'est-à-dire, non, je ne pense pas. En tout cas, encore aujourd'hui, dans le débat israélien, si je peux donner mon impression, parce que c'est pas quelque chose que je regardais, c'est pas vraiment une accusation qu'on porte à des Israéliens tu es antisémite. Parce que voilà, un juif, pour qu'il dise à un autre juif, tu es antisémite, c'est un peu compliqué. On va lui dire, par exemple, tu es un petit juif euh, Yehudon. Comment je dirais ça, Yehudon? Comme un juif, un petit juif faible, un petit juif exilé, un petit juif qui est pas comme dans la diaspora. Pas on va plutôt lui reprocher ça que dire qu'il est antisémite. Mais bon. L'expression nazi, selon des posts Facebook israéliens, parce qu'évidemment, on dit nazi, tout le monde... Ah oui, tu as une question aussi, pardon. Excusez-moi. Je trouvais ça intéressant. Je me souviens qu'il y a quelques mois, dans la discussion, il y avait un Où ça, pardon? à Berlin, Si. et il y avait un des profs, je me souviens plus qui c'était, qui avait mentionné que cette comparaison entre juifs et nazis, bien sûr, après la Shoah et après la création de l'État d'Israël, il y a il y a un moment où on commence vraiment à parler, ça entre dans le débat public, c'est des expressions
se crée à ce moment-là, mais que ça existe déjà avant, et même avant la Shoah, et qu'il parlait des immigrés juifs qui arrivaient en Palestine mandataire en 37, ça c'est de 35 à 39, c'est Oui, avant la guerre, oui, et qui eux se rendaient compte que ce que c'était de vivre dans un état colonial, et qui faisaient déjà ces comparaisons en disant la population arabe est marginalisée, etc., en disant c'est pour ça qu'on est parti d'Allemagne il y a peu. oui, oui. Et du coup, je trouve ça intéressant de se dire que même bon, la Shoah, ça pose un hiatus où il y a un avant et un après, mais que cette comparaison se fait depuis plus longtemps que la Shoah, et que c'est juste enfin, la comparaison. C'est quoi le nom de ce... Je suis tombé dessus. Oui, oui, non, mais oui, oui, c'est ça ce que je dis. Dans cette conférence, on parle à partir de 48, parce qu'on parle d'Israël, voilà, de l'État d'Israël, de la société israélienne. Et je ne voulais pas rentrer dans la question, parce que en quelque sorte, c'est la même société. C'est plus vraiment la même société, parce que ce ne sont pas les mêmes structures politiques, ce n'est pas la même culture, mais évidemment que dans le discours, ça existe. Et je dirais que ça, et je l'ai un peu évoqué la dernière fois, je vais répéter parce que je trouve ça intéressant, un texte de 1907 écrit par Shlomo Tzemach, qui est un idéologue de zioniste, enfin, un auteur idéologique, on peut dire, enfin, je pense qu'il serait même d'accord, du zionisme, de la bande de Ben Gurion, où il parle, il évoque et puis il écarte la possibilité de la comparaison avec ce qu'on fait ici aux Arabes en 1907, et c'est un texte de 1907, oui, avec ce que les Allemands font en Afrique. C'est-à-dire enfin, ce qui sera connu comme le génocide des Herero et des Sama. Et du coup, la comparaison avec d'autres mouvements colonisateurs et puis après avec les nazis oui, est constant. Je voulais juste donner quelques exemples, mais c'est tout à fait pertinent. Tout à fait pertinent. Et c'est ça ce que je veux dire. Voilà, on parle, on dit. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu, qui doit nous rendre un peu plus modestes. On n'est pas le premier à crier, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'ils font. Mais ces choses sont dites. Et la question, c'est comment faire que la parole, comment utiliser le peu de pouvoir qu'a la parole euh, sagement. Alors, l'expression nazie telle qu'il sort, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Et là, je veux dire, je regardais des posts Facebook, pas seulement Facebook, à vrai dire, mais des posts dans les médias sociaux et des expressions aussi dans les médias pas sociaux. Et sur la question sur l'usage de nazi, que ce soit pour parler d'un Israélien ou d'un Palestinien, parce que il y a aussi, parallèlement à ça, dans le discours hégémonique, il y a aussi l'idée que les Palestiniens sont des nazis, aussi très ancrés depuis 1948 et même avant. Et cette comparaison qui rend leur déshumanisation plus facile. Alors, nazi, qu'est-ce que ça veut dire lorsque les gens l'utilisent? Normalement, ça veut dire inhumain, quelqu'un qui est inhumain, qui est cruel, qui est raciste, qui est suprémaciste, qui est génocidaire et qui est aussi négationniste. Non, ça, c'est pas très compliqué. Alors, je mets entre parenthèses comparaison avec d'autres contextes, parce que, je vous rappelle, on parle des nazis comme figure de parole. Alors, on sait que ça existe aussi comme figure de parole signifiante dans le conflit russo-ukrainien et dans d'autres contextes aujourd'hui. Est-ce que ça peut être intéressant de faire une comparaison? Je ne sais pas, je le propose. Attendez. Alors voilà, là, je nous ramène à l'ultra-contemporain, vraiment aujourd'hui. Et je peux parler de ma recherche qui consiste à collectionner des posts
surtout Facebook pour plein de raisons, mais qui sont qui mobilisent des symboles du discours idéologique pour le subvertir. En gros, c'est ça. Que ce soit notamment de la Shoah et de la Bible, mais pas seulement. Alors, le cas, j'ai 2000 articles dans mon dossier que je suis en train de trier, de travailler. Et là, pour cette présentation, je voulais ramener seulement un exemple, enfin deux exemples, d'une affaire qui date de juillet 2025, où il y avait question du gouvernement israélien de construire ce qu'ils ont appelé une ville humanitaire, c'était ça le nom, pour concentrer tous les Palestiniens du Nord pour pouvoir éradiquer le Hamas, c'est-à-dire pouvoir, c'était ça le discours officiel, du nord de Gaza. Et l'idée était de construire cette espèce de camp et de concentrer les Palestiniens pendant 600 000 Palestiniens. C'était une annonce officielle du ministre de la Défense israélien, Israël Katz. Et là, j'ai ramené juste trois parmi plusieurs posts qui font la comparaison très claire avec un camp de concentration. Juste pour vous donner un exemple. Alors là, c'est un utilisateur, un Israélien, qui dit à son apogée, le ghetto de Varsovie comptait 450 000 juifs. Et c'est puisque nous sommes juifs que nous devons comparer. Et là, il se réfère à un adage que chaque Israélien connaît parfaitement, on ne doit pas comparer. Quand tu dis à un Israélien, on ne doit pas comparer à sur la Shvot, il sait tout de suite, oui, on ne va pas comparer avec la Shoah. On le dit un peu en rigolant parfois, c'est tellement martelé. Et du coup, là, il se réfère à ça, il dit oui, on doit comparer, on doit faire cette comparaison. Et, par ailleurs, ça, c'est une question méthodologique intéressante. Si je laisse, qu'est-ce que je fais avec le nom des utilisateurs? Parce que ça, ce sont des posts publics. Alors, est-ce que les postes publics, je peux exposer leur nom dans des présentations publiques que je donne et dans des articles ou non? C'est une question qui m'est toujours ouverte. Ou peut-être je peux juste demander à chacun, c'est aussi possible. Je partage ça avec vous. Là, il y a aussi un autre poste d'un autre utilisateur qui dit dans la ville humanitaire, on donnera aux résidents pardon, du travail après qu'ils passent dans les douches. Alors là, vraiment, c'est une application des histoires que les Israéliens apprennent vraiment depuis tout petit et pour, voilà, pour montrer la monstruosité et enfin, la dimension nazie du projet israélien. Et puis là, c'est un texte qui est plus intéressant. J'ai traduit seulement cette partie-là. Cette partie-là, qui est un post, un tweet de Ahmed Tibi, qui est un membre du Parlement palestinien. C'est enfin, un petit parti qui s'appelle Tnoua Aravit Leitratshut, le mouvement arabe pour le renouvellement, pour le changement, en fait. Et il dit, alors comment on appelle un camp où on concentre des milliers de personnes, selon le ministre Katz, et autour de lui, il y a des soldats armés et on ne peut pas sortir. Alors ça, c'est un exemple intéressant parce que lui-même, il est palestinien et il voilà, il s'inscrit dans la conversation israélo-israélienne et avec ce fort symbolisme de la Shoah et de tout ce qui est associé. Et la personne qui a partagé ça, là, je ne l'ai pas traduit, elle parle vraiment de l'histoire de sa propre famille, parce qu'il y a beaucoup de gens en Israël qui sont descendants de rescapés de la Shoah. Et du coup, eux-mêmes aussi, ils évoquent parfois l'histoire de leur famille pour parler de ce qui se passe aux Palestiniens. Et là, dans ce cas-là, c'était flagrant. Voilà, ça c'est un dernier article de cette collection que je vais vous présenter.
sur la ville humanitaire. Alors là, vous voyez, il y a une... enfin, vous reconnaissez l'image, j'imagine. L'image, c'est le petit... enfin, une des portes dans le camp de Auschwitz où c'est marqué le travail libère dans ce sens-là. Encore une fois, une image qu'en Israël, on la connaît par cœur, parce que c'est dans des livres d'enseignement de la Shoah et dans le média public, etc. Et là, il dit, le texte, il dit, même la millième douche n'aidera pas, ce sang est collé à nous pour toujours. Là, l'idée du sang qui est collé à nous pour toujours aussi, ça a des connotations bibliques. Et, et voilà, ça aussi, on peut faire toute une présentation rien que là-dessus, sur cette idée du sang et ses usages dans le discours subversif. Oui, là, en fait, oui, peu importe, pardon. Là, je termine cette présentation avant de passer à la petite conclusion euh, avec un autre poste. Et ça, c'est un poste qui est par une artiste palestinienne qui est israélienne et qui évoque la question et que je voudrais peut-être qu'on discute ensemble. Elle dit la chose suivante. Arrêtez d'appeler ça la Shoah de Gaza. La tragédie du peuple palestinien a un nom précis en arabe et il est destiné à désigner qu'une seule chose, la Nakba. Ce n'est pas un mot générique pour désigner une catastrophe, c'est un mot né pour décrire la catastrophe historique du peuple palestinien, l'expulsion, la destruction, l'effacement et l'oppression qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui. Nakba. La Nakba n'a pas été un moment historique, mais un processus violent, continu, ininterrompu, qui a commencé en 1948 et qui continue maintenant sous les yeux de ceux qui ne veulent pas voir. Il n'y a aucune raison de comparer la Shoah à la Nakba, et la Nakba. Mais il y a une chose qu'il faut dire. C'est lui qui a survécu la Shoah et c'est lui qui se trouve derrière la Nakba. Et cela est un fait historique, non pas une comparaison. Et c'est précisément cela qui est si terrifiant. J'indique aussi un article de Amena Al-Ashkar, publié dans Mondoweiss. Mondoweiss, c'est un site de juifs américains anti-zionistes, où elle pose aussi le problème, the problem with Hamas equating the Gaza genocide to the Holocaust. Là, elle critique le discours du Hamas qui parle du génocide dans les termes de l'Holocauste ou de la Shoah. Alors, c'est intéressant déjà pour voir que le débat symbolique, il se croit, enfin, il est là. Est-ce qu'on utilise cette métaphore? Est-ce qu'on utilise vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas ici, et je pense qu'au moins l'artiste palestinienne dont je citais, vous voyez, elle écrit en hébreu. Je traduis ça, mais elle écrit en hébreu. Elle est palestinienne avec une citoyenneté israélienne, ce qu'on appelle la palestinienne 48. Elle fait partie de la société israélienne. Voilà. Elle dit la chose, tandis que Amena al-Ashkar, elle est née en réfugiée en dehors de la Palestine. Elle est née au Liban, je pense, elle a grandi là-bas. Et du coup, voilà, c'est deux voix de la diaspora et vraiment de la Palestine qui disent une chose similaire, enfin, qui contestent l'usage de cette métaphore pour d'autres raisons, évidemment, parce que là, Amena al-Ashkar, elle parle au Hamas, enfin, elle parle vraiment et aux Palestiniens, tandis qu'elle, ici, elle parle aux Israéliens, aux Juifs israéliens, et elle leur dit en quelque sorte, quand vous utilisez ça, vous commettez ce qu'on appelle une violence épistémique. Je pense qu'on peut dire ça dans ce contexte-là. Vous faites de la violence épistémique. Je voulais juste montrer deux Israéliens qui s'engagent avec cette discussion. Un ici qui l'a partagé et qui dit
tout simplement, parfois insister que la conversation tourne autour de la Shoah au lieu de la Nakba peut dissimuler des bruissements de dénégation et de suprématie juive. Voilà, c'est comment dire, il fait l'intermédiaire aussi à ses amis sur Facebook en partageant ce message, en tirant cette conclusion. Et puis, il y a un autre message, un commentaire laissé à ce post, qui est un peu long. On ne va pas nécessairement tout lire, mais c'est une juive israélienne qui explique pourquoi, en effet, c'est compliqué et ce que les Israéliens ont longtemps, pourquoi ils le font. Et elle dit carrément que oui, enfin, on va le lire parce que c'est intéressant. Merci pour ce poste derrière lequel il y a une pensée profonde, politique et intelligente. Je pense que si on emploie ce mot, c'est précisément dans la volonté de frapper d'autres Israéliens par la conscience que ce qui est fait en leur nom est le pire de tout ce qu'ils peuvent concevoir. Mais peut-être cela nous amène justement au refus de comprendre l'ampleur de l'horreur de la Nakba, etc., etc. Voilà, ça c'est un discours. Enfin, je pense que on peut repérer dans ce discours aussi des symptômes du malaise de la parole entre juifs et palestiniens, même s'ils sont dans le même camp en Israël. Mais c'est un texte qui est, voilà, intelligent et sensible, évidemment. Oui. Je pense que le refus, enfin, c'est il y a aussi, c'est que les gens ils s'en fichent en fait. Enfin, moi je trouve qu'il y a un peu un comparatif par exemple dans, Pardon, puis quoi? enfin, on peut un peu comparer ça par exemple dans les mouvements féministes ou antiracistes, etc. Oui, Dans les mouvements féministes parfois, pour expliquer ce que c'est le féminisme, notamment aux hommes, on va dire oui mais ça vous bénéficie, enfin, ça vous donne des avantages aussi, c'est aussi pour vous, etc. Et en fait c'est toujours ce truc où les personnes qui sont victimes d'une oppression, donc ici par exemple de la Nakba, en fait, c'est pour les oppresseurs, en fait, on adapte le discours pour leur faire comprendre que, en fait, eux, ils sont pas si concernés que ça, que c'est pas eux les personnes qui participent, alors que de fait, quand on a un privilège, même si on n'y participe pas activement, on va y participer de manière implicite, parce que il y a des gens qui vont pas forcément en parler, et qui sont contre, mais qui vont pas, je sais pas, s'impliquer dans des associations ou autres. oui. Et voilà, et du coup, je pense que c'est un peu trop simpliste de juste dire que c'est un refus, alors que il y a aussi des gens qui ne veulent pas et qui savent très bien que ce qui se passe, que ce que c'est la Nakba et que c'est pas la Shoah, mais juste c'est plus facile de se cacher aussi derrière ça. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas s'engager pour les Palestiniens, alors ils se cachent derrière quoi? Je ne comprends pas. Que c'est. Enfin, je trouve que c'est facile d'utiliser du coup l'idée que c'est un refus de comprendre, alors Ah qu'en oui, fait, les gens ont très bien compris et juste, ils choisissent de oui. croire qu'ils ne comprennent pas. Oui, alors voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ce qui m'intéresse ici, dans cette recherche, c'est de parler de ces éléments comme justement des figures de parole qui permettent ce débat. Le débat tourne autour de ces symboles. Et c'est ça ce que je trouve intéressant. Et je ne pense pas qu'on devrait faire la police de la parole. Il faut utiliser ça, il ne faut pas utiliser ça. Évidemment, si quelqu'un l'utilise dans un contexte, ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre l'utiliserait dans un autre contexte, ou même le même quelqu'un. Et, et ce qui est intéressant, c'est leur fonctionnement dans le discours, qui permet justement ces discussions. Ça permet ces discussions. Mais c'est tout à fait pertinent de voir ici le parallèle avec d'autres mouvements, enfin, d'autres mouvements de contestation, de résistance à l'oppression et des mouvements subversifs. Tout à fait. Euh, alors, je vais juste passer, voilà, pour conclure, trois questions. Euh, la première, concerne ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je cite là une étude de Tamir Sorek qui a eu la gentillesse de le partager avec moi
qu'il a présenté en fait dans un autre séminaire que je donne ici l'année dernière. Et c'est une étude statistique qui montre que la présence de la Shoah comme une référence culturelle importante constitue un facteur inhibant ou à l'adhésion à la politique de l'anéantissement de Gaza. Il a fait une étude statistique. Il a demandé aux gens quels sont votre key cultural references, il appelle ça. Enfin, je ne sais plus comment il a présenté ça dans le questionnaire, mais voilà, quels sont pour toi, comme Israélien, les essentiels éléments culturels pour toi? Et la plupart des gens disaient la Bible, enfin la plupart, je ne sais pas, mais beaucoup de gens disaient la Bible. Et puis, il y avait des gens aussi qui disaient la Shoah. La Shoah, ça fait partie de mon identité. Voilà, je pense qu'on peut parler comme ça, ce sera plus simple peut-être à comprendre. Et puis, il a remarqué que les gens qui disaient la Shoah, qui avaient la Shoah parmi les trois premiers, disons, il y avait plus euh, voilà, plus de probabilités qu'ils seraient moins adhérents à la politique de l'élimination de Gaza. Oui, c'est pas grand-chose. Mais que ça reste quand même, et ça l'a même un peu surpris. Enfin, je sais pas, mais voilà, c'était ça la découverte, je pense, la plus intéressante. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses intéressantes dans cet article, mais là, il y a vraiment quelque chose qui montre que la présence de la Shoah est là un effet inhibant. Elle a quelque chose d'inhibant, encore aujourd'hui. Alors, la question ce qu'on va poser, c'est comment on peut renforcer cette. Attends, comment on peut renforcer cet effet sans tomber justement dans les violences épistémiques? Après, voilà, vous pouvez demander est-ce qu'on devrait le renforcer aussi? C'est aussi une question, évidemment. À venir, voilà, pour, pour, pour un temps qui n'est malheureusement pas le nôtre encore, quelle place à la Shoah, et puis j'ajoute aussi à la Bible, dans un processus de décolonisation? Et je pense que le livre de Nourit Peled El-Hanan que je vous ai recommandé, et que je vous ai donné voilà, l'introduction, et puis à lire, et puis je le recommande tout court, un de ses nombreux avantages et qu'elle termine justement par un chapitre qui tourne vers l'avenir et qui propose exactement ça. Comment parler de la Shoah dans une société décolonisée et qui va dans le sens de la décolonisation. Et puis, une question plutôt théorique, historique, herméneutique. Qu'est-ce que les dynamiques discursives contemporaines révèlent des discussions dans le texte biblique et le fruit? Parce que je pense que l'état actuel de rapport intime au texte biblique qui existe chez les Israéliens et son usage politique et logopolitique, vraiment, c'est-à-dire la parole dans la cité sur les affaires de la cité, révèle quelque chose sur le contexte original de l'émergence de cet univers symbolique. Mais voilà, ça c'est une question théorique qu'on ne devrait pas peut-être discuter ici. Et voilà, bon, je vous remercie pour votre attention. Et on peut peut-être prendre, je ne sais pas, une petite pause, on va enchaîner. Je vous laisse décider. Je sais pas. Une petite pause, peut-être, c'est pas mal. Oui, alors on fait une petite pause de 5 minutes. Alors on se retrouve ici. Oui, 5 minutes, c'est bon? Oh, 7 minutes? Ok, alors 7 minutes, pardon. Ça va. Alors on a une pause de 7 minutes. Et puis, bon, il faudra signer ça. Faites comment
tu ouvres une discussion, tu demandes à des gens de faire un commentaire.